Un grand nombre d'institutions éducatives et les sites web de pratiquement toutes les écoles vous diront qu'ils sont en train de préparer les jeunes pour un monde intimidant, complexe, sans cesse en mutation. Et ces discours peuvent vite déraper. Les emplois de l'avenir n'existent pas encore. Les enfants changeront maintes fois l'emploi à l'avenir. Il faut repenser ce que nous enseignons dans nos écoles pour une telle ou une autre raison. Il existe des vidéos à la mode sur le sujet, comme celle de Ken Robinson, plus si récente que ça. Changer de paradigme en éducation, 14 millions de vues sur YouTube. Ou celle intitulée « Le saviez-vous? Shift Happens ». En fait, on m'a imposé par 2 fois de visionner « Le saviez-vous? Shift Happens ». Cette vidéo se compose d'infographies piquantes, aux couleurs tapageuses, d'une foule d'informations trépidantes à propos du chaos de l'avenir. Tout cela sur une bande son digne d'un film d'action. C'est très mélodramatique et sensationnaliste et, si vous voulez mon avis, passablement creux. Une affirmation à laquelle s'accrochent nombre de personnes et que les enfants feront face à l'avenir grâce à leurs compétences, celles que nous appelons les compétences du XXIe siècle, à savoir l'esprit critique, la collaboration, la communication et la créativité. En anglais, on les appelle les 4 C's. On pourrait bien entendu ajouter l'entrepreneuriat ou l'alphabétisation numérique, le leadership. L'idée générale, c'est que dans l'avenir, les compétences seront de bien meilleurs outils pour prédire le succès de quelqu'un que les connaissances proprement dites. Des gourous de l'éducation comme Sugata Mitra et des institutions comme l'Association britannique des enseignants et des conférenciers affirment que les compétences sont plus importantes que les connaissances. Voici quelques exemples de ce discours. Le monde ne récompense plus les gens uniquement pour leurs connaissances. Les outils de recherche connaissent tout. Les connaissances changent si vite que nous ne pouvons plus fournir aux jeunes tout ce qu'il faut, car nous ne savons pas encore ce qu'il leur faudra. Voici un autre. La demande sur le lieu de travail pour des compétences cognitives de routine basées sur des connaissances faciles à digérer, comme des listes de rois et de reines, est en déclin. Vu que ce type de tâche est automatisé et externalisé, l'avenir se trouve dans la résolution des problèmes et l'intelligence interpersonnelle. En fait, étant donné que de toute évidence, nous ignorons totalement ce que l'avenir nous réserve, aucun de ces présupposés ne peut montrer la moindre recherche. C'est totalement de l'ordre de l'hypothèse. Il serait faux de croire que du jour au lendemain, l'histoire de l'humanité cessera d'être importante. Bien au contraire, le passé est la chose même dont nous connaissons d'avance la stabilité. Considérons la citation suivante de Larry Sanger, cofondateur de Wikipédia. Il affirme qu'à l'âge de 17 ans, cela a été bien plus utile pour lui d'apprendre l'histoire des États-Unis que WordPerfect et Basic. Ce sont des programmes d'ordinateur. Car ce qu'il a appris en histoire restera toujours à peu près de choses identiques, à quelques corrections près, alors que les compétences en WordPerfect et Basic ne seront plus nécessaires. Nous devons apprendre à nos étudiants à apprécier le passé, car cela les aidera à affronter le présent et les rendre plus forts pour l'avenir. Les idoles adulées et autres futurologues du monde de l'éducation raffolent des boules de cristal et des affirmations mélodramatiques à l'emporte-pièce dont ils émaillent leurs conférences. Ce qui est moins tapageur, mais peut-être plus profond, c'est de savoir à quel point nous approfondissons l'enseignement du passé et du présent que nous offrons à nos étudiants. Et dans quelle mesure cela pourrait s'avérer important. Plus vous en saurez sur un sujet, plus facilement vous pourrez le soumettre à la pensée critique.
Vous serez à même de mieux maîtriser vos choix et votre potentiel. Savoir, c'est pouvoir. Si nous voulons que la pensée critique prospère au XXIe siècle, avant d'exercer notre pensée critique sur un sujet, nous devons commencer par avoir une opinion bien fondée à son propos. Nous devons nous mettre au défi, nous-mêmes et nos étudiants, de connaître la politique et l'histoire susceptibles d'expliquer le monde moderne et ses tensions politiques. Par exemple, la colonisation, la décolonisation, la création de l'État d'Israël et la politique étrangère américaine. Cela va sans dire que nous souhaitons que nos étudiants maîtrisent la pensée critique, mais j'aimerais suggérer que la voie vers les compétences passe par la connaissance. Nous devons faire atteindre à nos étudiants un niveau remarquable en expression écrite, en mathématiques, en sciences et en connaissances générales. Vous ne pouvez sérieusement prétendre que vous êtes compétent dans un domaine si vous ne possédez pas de vastes connaissances. Pour être un créateur de haut vol, l'imagination ne suffit pas. Il vous faut de l'expérience et du savoir-faire technique. Pour exercer votre esprit critique, vous devez être capable de justifier vos opinions par des données factuelles précises. Pour être un bon communicateur, vous devez maîtriser la langue. Les recherches en la matière sont écrasantes. Hirsch, Marzano, Glaser, Pellegrino, Judowski ainsi que le Sutton Trust s'accordent tous pour souligner l'importance de maîtriser les contenus afin d'améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Ainsi donc, avant d'aborder des compétences dignes d'un champ de foire, ce que nous faisons, c'est de mener les étudiants vers la maîtrise. Or, qu'est-ce que cela signifie de maîtriser quelque chose? C'est une compétence qui demande de s'entraîner jusqu'à 10 000 heures d'entraînement délibéré. C'est-à-dire que vous repassez en revue vos points faibles jusqu'à en faire des points forts. Cela implique également la répétition. Les neurosciences nous informent que les dendrites se voient renforcés par la répétition. Et nous savons depuis 1885 que des répétitions espacées permettent à la mémoire de se consolider. S'entraîner et répéter. Deux verbes qui ne figurent pas souvent au sommet du classement général des compétences pour le XXIe siècle. Considérons cependant certaines des personnes les plus compétentes de l'histoire et penchons-nous sur le type d'éducation qui leur a permis d'atteindre leur niveau de compétence. Winston Churchill, probablement le meilleur orateur du XXe siècle, a raté par 2 fois ses examens d'anglais et c'est pour cela même, je cite, qu'au bout de 3 ans passés à les réviser, les règles de grammaire ont imbibé la moelle de ses os, de la structure essentielle de la phrase anglaise de base. Malcolm X, un autre personnage remarquable et éloquent de l'histoire, a appris l'anglais en copiant tout le dictionnaire pendant son séjour en prison. Il a estimé avoir écrit 1 million de mots. La résolution des problèmes est un sujet fétiche des grandes pontes de compétences au XXIe siècle. Mais que savons-nous à ce propos? Chase et Simon, en 1973, ont montré de manière définitive que ce qui rend des grands maîtres d'échecs si compétents pour résoudre des problèmes au jeu d'échecs, ce sont des centaines de configurations qu'ils ont apprises par cœur. Les grands maîtres n'exercent pas la pensée critique en inventant au fur et à mesure. Ils tirent leur énorme savoir de leur expérience. Cela se confirme également pour des matières plus académiques comme la physique, où des participants qui connaissent le sujet interprètent les problèmes correctement en se référant à la théorie qu'ils ont apprise, et non pas en cherchant des solutions intuitives et erronées.
Ainsi donc, prétendre que nous consacrons à la résolution des problèmes ne signifie pas grand-chose si les étudiants ne sont pas bien formés dans les disciplines auxquelles ils peuvent faire appel à l'heure de résoudre des problèmes qui leur sont posés. Cela ne signifie aucunement que nous ne devons pas demander à nos étudiants de résoudre des problèmes. Bien sûr que nous le devons. Cela signifie que nous devons nous assurer que nous sommes en train de leur faire acquérir une solide base de connaissances à partir desquelles ils pourront résoudre les problèmes correctement quand ils y seront prêts. Une partie essentielle est de connaître la culture des autres peuples, leur art, leur histoire, et de le connaître bien. L'empathie et le respect ne peuvent pas se développer dans l'ignorance. C'est ce dont je parle dans mon étude sur les préjugés. L'étude d'une culture peut dépasser les frontières européennes et américaines. Imaginez ce que nous pouvons apprendre en matière de développement durable en étudiant les systèmes de connaissance de ce peuple indigène qui professe un profond respect pour la nature, comme la révérence dont font preuve les aborigènes pour la terre, ou la manière de faire les Yanomami, peuple d'Amazonie, qui prend à la forêt ce qu'il leur faut pour survivre, rien de plus, ou les Sons d'Afrique du Sud, un peuple vieux de 20 000 ans qui ne gaspille pas la moindre bribe de nourriture, montrant ainsi son profond respect pour les ressources naturelles. Intellectuellement, nous devons nous assurer que nos étudiants soient forts de leur savoir, de connaissances approfondies, à la fois déclaratives et procédurales. Car les plaies qui affectent le surgissement de ce monde globalisé, écologiquement sinistré, néolibéral et fasciste qui se dresse devant nous ne proviennent pas du manque de créativité ou de l'incapacité à résoudre des problèmes, mais bien de l'ignorance d'autrui, de l'ignorance du passé, et ainsi donc d'une ignorance bien dangereuse à l'heure de savoir quelle décision prendre, quel chemin suivre. Somme toute, de l'ignorance du bien et du mal.